Kids, le début explosif de réalisateur de Larry Clark, a percuté la conscience américaine en 1995 comme une brique à travers une vitre. Écrit par Harmony Korine, âgé de 19 ans, et mettant en vedette une distribution d'acteurs adolescents majoritairement non professionnels, le film s'est positionné comme une fenêtre sans phare sur la vie des jeunes de New York, leur langage, leur sexualité, leur nihilisme, leur violence. L'action se déroule sur une unique journée d'été à Manhattan. Le film met en scène un groupe d'adolescents qui s'adonnent au sexe occasionnel, à la consommation de drogue et à des conversations sans but, centrées sur Telly, un jeune homme qui se décrit comme un chirurgien vierge et qui cible spécifiquement les jeunes filles. Sous son vernis de réalisme de style documentaire, se cachaient des questions complexes sur la limite entre l'observation et l'exploitation. Des questions qui atteindraient leur paroxysme lors du tournage d'une scène si controversée que les participants furent contractuellement obligés de ne jamais révéler toutes ces circonstances. Dès sa création, Kids a opéré en marge du cinéma traditionnel, avec un budget d'environ 1,5 million de dollars, ce qui est dérisoire selon les standards d'Hollywood. Clark et son équipe réduite se débrouillaient constamment, filmant à la guérilla à travers New York, souvent sans permis, toujours dans une course effrénée contre le temps et l'argent. La météo n'aidait pas non plus. L'été 94 était caniculaire à New York, avec des températures dépassant régulièrement les 32 degrés Celsius. Beaucoup de scènes d'appartements ont été tournées dans de vrais appartements de Manhattan, sans climatisation, où la chaleur des corps, des lumières et du matériel créait une atmosphère étouffante, testant l'endurance de chacun. Mais la pression la plus intense venait peut-être du style de mise en scène peu orthodoxe de Clark. Selon l'assistante de production, Jennifer Venditti, qui deviendrait plus tard une directrice de casting renommée, Clark laissait souvent les scènes se dérouler au-delà de l'action scénarisée, encourageant les jeunes acteurs à improviser et à brouiller les frontières entre la performance et la réalité. Cette approche a conféré au film son authenticité particulière, mais a également créé un environnement où les frontières pouvaient devenir dangereusement floues. Lorsqu'une scène particulièrement sensible ne fonctionnait pas comme elle était écrite, le directeur de la photographie, Eric Edwards, a suggéré de la filmer dans une obscurité quasi totale en n'utilisant que les éclairages d'ambiance de l'appartement et les lumières de la rue filtrant par les fenêtres. Ce changement de dernière minute a non seulement sauvé la situation techniquement, mais a involontairement fourni une couverture visuelle pour des performances qui auraient autrement été trop explicites pour être incluses dans le montage final. La scène en question se déroule tard dans le film. L'appartement avait été vidé de tout le personnel non essentiel. Clark aurait instauré ce que de multiples sources ont qualifié d'un niveau de confidentialité sans précédent, avec seulement le réalisateur, le directeur photo, l'ingénieur du son et les jeunes acteurs présents. Tous les autres attendirent dans la rue en bas, murmurant sur ce qui pouvait se passer à l'étage. Ce qui a été filmé cet après-midi-là apparaît dans le film final sous une forme fortement éditée, une scène impliquant l'inconscience, la violation et l'abdication complète de la responsabilité morale. Mais selon le producteur, Kerry Woods, dans une rare interview de 2015 avec Variety, ce qui a été capturé sur pellicule allait bien au-delà même du montage final repoussant les limites. Il y a eu des prises qu'aucun de nous ne pouvait légalement inclure, que personne en dehors de cette pièce n'a jamais vues. Une actrice qui a demandé l'anonymat lors d'interviews ultérieures aurait craqué après la fin du tournage ce jour-là. Selon 3 membres d'équipes distinctes qui étaient présents lorsqu'elle est sortie de l'appartement, elle était visiblement secouée et a immédiatement quitté le plateau, ne revenant pas pendant 2 jours. Une assistante de production qui a travaillé sur le film a déclaré au Guardian en 2020 « Il y a eu un moment où l'on ne pouvait plus distinguer s'il jouait la comédie ou si quelque chose de vraiment troublant se produisait. La frontière est devenue très floue. » Le jeune casting de Kids apportait un fardeau qui allait bien au-delà des défis habituels sur le plateau. La plupart n'avaient jamais joué auparavant. Beaucoup étaient en fait des versions vivantes de la vie de rue qu'elles dépeignaient, et on leur demandait à toutes d'interpréter un rôle qui aurait mis au défi même des professionnels chevronnés. Pour les actrices en particulier, le coup était à la fois physique et psychologique. L'interprète au centre de la scène controversée a décrit plus tard, dans un portrait du New Yorker en 2015, s'être sentie complètement exposée et vulnérable. Elle a ajouté « Je ne comprenais pas ce qui était du jeu et ce qui ne l'était pas. Je ne savais pas que je pouvais dire non à certaines choses. » La combinaison de l'inexpérience, de la jeunesse et de la nature improvisée de la direction de Clark a créé une tempête parfaite de dommages potentiels. Rosario Dawson, découverte assise sur le perron de sa maison et choisie pour le film à 15 ans, a parlé de l'expérience déroutante d'être soudainement plongée dans un contenu si adulte. Un jour, je suis une adolescente normale. Le lendemain, je suis dans des scènes où je discute de choses que je comprends à peine.
Elle a dit à Rolling Stone dans une interview en 2000, « Pendant le tournage de la scène interdite, les températures dans l'appartement auraient atteint plus de 100 degrés Fahrenheit. Les lumières, la proximité des corps et l'intensité émotionnelle avaient créé une atmosphère qu'un membre de l'équipe a décrite comme hallucinatoire. Certains des jeunes acteurs étaient visiblement en sueur, épuisés, leur défense abaissée par les conditions exténuantes et la pression de devoir livrer des performances authentiques. » Larry Clark est arrivé à Kids après des décennies en tant que photographe, connu pour sa documentation sans concession de la vie adolescente en marge. Né à Tulsa, Oklahoma en 1943, Clark a développé très tôt une fascination pour la capture d'expériences de jeunesse brutes et sans filtre. Ses livres de photographie, Tulsa 1971 et Teenage Lust 1983, ont forgé sa réputation pour une œuvre qui abordait sans détour la sexualité adolescente, la consommation de drogue et la violence. L'adolescence de Clark avait été marquée par la toxicomanie et l'instabilité, des expériences qui ont éclairé sa perspective artistique, mais ont aussi compliqué sa relation avec ses sujets. Il a développé une conviction profonde selon laquelle la culture dominante aseptisait et déformait l'expérience adolescente, et il a positionné son travail comme un correctif à ces faux récits. Mais c'est là que résidait la contradiction centrale qui allait définir la controverse autour du film Kids. La même authenticité sans compromis qui conférait à la vision de Clark une telle importance artistique soulevait également de profondes interrogations concernant le pouvoir, le consentement et l'exploitation lorsqu'elle était appliquée à la mise en scène d'adolescents réels dans des situations sexuellement explicites. L'homme qui prétendait révéler la vérité crue sur la jeunesse avait lui-même près de 50 ans, dirigeant de jeunes acteurs d'à peine 15 ans à travers des scènes qui allaient irrémédiablement changer leur existence. Si Clark représentait une extrémité du spectre créatif derrière le film Kids, alors Chloé Sevigny incarnait, elle, quelque chose de tout à fait différent. Découverte par Harmony Korine, alors qu'elle était assise sur un banc à Washington Square Park à New York, Sevigny a été choisie comme Jenny, l'un des personnages principaux du film, à 19 ans. Contrairement à de nombreux acteurs qui jouaient essentiellement des versions d'eux-mêmes, Sevigny venait d'une banlieue aisée du Connecticut, fille d'un père comptable et d'une mère américano-polonaise. Son entrée dans la scène underground de New York était récente. Sa découverte de la culture jeune de la ville était encore fraîche et en pleine évolution. Sevigny a décrit le décalage entre sa personnalité réelle et son rôle. « J'étais en fait plutôt conservatrice », a-t-elle confié au Guardian en 2003. « Je n'étais pas sexuellement active. Je ne prenais pas de drogue. Je n'avais rien à voir avec mon personnage. Cette distance entre l'actrice et le rôle s'avérerait à la fois un bouclier et un fardeau pendant les scènes les plus difficiles du film. La tension entre l'insistance de Clark sur l'authenticité et la performance de Sevigny d'une réalité qu'elle n'avait pas personnellement vécue éclaire la question centrale derrière la scène interdite. Était-ce de la documentation ou de la fabrication? Révélait-il la vérité ou la fabriquait-il? Et si les acteurs étaient dirigés pour incarner des expériences qui dépassaient les leurs, à quel moment la vraisemblance devient-elle quelque chose de plus inquiétant? La mythologie autour de Kids s'est calcifiée au fil des décennies, mais plusieurs récits communément admis méritent d'être corrigés. Le film entier a été improvisé par de vrais enfants des rues qui vivaient simplement leur vie devant la caméra. Alors que de nombreuses scènes comportaient de l'improvisation et que la plupart des acteurs n'étaient pas professionnels, Kids avait un scénario écrit par Harmony Korine. Selon le producteur Kerry Woods dans ses mémoires Cloudbusting, de nombreuses scènes avaient été soigneusement planifiées et répétées, y compris des éléments de la scène controversée. Le contenu sexuel du film reflétait les comportements réels des acteurs adolescents. Plusieurs membres de la distribution ont depuis clarifié que leurs actions à l'écran étaient des performances qui s'écartaient grandement de leur vie personnelle. Leo Fitzpatrick, qui jouait Telly, a déclaré à Vice en 2015 « Je n'avais rien à voir avec mon personnage. J'étais terrifié par les filles à cet âge. Il n'y avait pas de surveillance ni de protection pour les jeunes acteurs pendant le tournage. Bien que les normes fussent certainement différentes en 1995 et que beaucoup aient critiqué l'approche de la production pour travailler avec de jeunes acteurs, le film disposait néanmoins de ce qui était alors considéré comme une supervision appropriée. Selon la coordinatrice de production Mary Jordan, les parents des artistes de moins de 18 ans étaient généralement présents sur le plateau, bien qu'ils aient été éloignés pendant le tournage de certaines scènes, y compris la controversée. La scène interdite était totalement imprévue et a été filmée spontanément. Des documents judiciaires issus d'un procès ultérieur ont révélé que, bien que certains éléments aient été improvisés, la structure de base de la scène était scénarisée. Ce qui aurait dépassé les limites, ce sont des directives spécifiques données pendant le tournage qui allaient au-delà de ce qui avait été convenu à l'avance. Tous les participants comprenaient à quoi ils s'engageaient. Sevigny.
ont depuis évoqué ne pas avoir pleinement saisi les implications de leur participation. Une actrice a déclaré au New York Times lors d'une rétrospective en 2000 « J'avais 16 ans, je ne savais pas que ça me marquerait à vie. » Quand Kids a été présenté au festival de Sundance en janvier 1995, la réaction fut sismique. Il a été acquis par Miramax, qui a dû créer une toute nouvelle société, Shining Excalibur Films, pour le distribuer après que Disney, la société mère de Miramax, ait refusé de distribuer un film classé NC-17. Les critiques étaient polarisées. Roger Ebert du Chicago Sun-Times l'a qualifié de « le genre de film dont il faut parler après », tandis que d'autres le condamnaient comme de la pédopornographie à la limite. Rita Kempley du Washington Post a écrit la phrase célèbre « Si Clark avait 16 ans, ce serait de la pédopornographie, mais puisqu'il en a 52, c'est de l'art. » L'impact du film s'est étendu bien au-delà du discours critique. Son esthétique brute a influencé la mode. La campagne controversée de Calvin Klein de 1995 s'en est directement inspirée. Les clips musicaux, la documentation crue sur la jeunesse, dont Spike Jonze et d'autres ont été les pionniers, et a déclenché une nouvelle vague de cinéma indépendant axée sur la vie des adolescents. Kids a généré plus de 7 millions de dollars au box-office, ce qui constitue un retour substantiel sur son faible investissement, mais son influence culturelle a de loin dépassé son succès commercial. Il a propulsé les carrières de Chloé Sevigny, Rosario Dawson et Harmony Korine, tout en érigeant Clark en une figure directoriale controversée, mais à l'influence indéniable. La scène interdite elle-même est devenue une sorte de légende urbaine dans les milieux du cinéma, dont on parlait à voix basse dans les écoles de cinéma et les événements de l'industrie. Le fait que les participants ne pouvaient pas en parler ne faisait qu'accroître son mystère, la transformant en un symbole de la relation complexe de l'époque avec les limites et l'exploitation au nom de l'art. Dans les années qui ont suivi la sortie de Kids, un code du silence a entouré les circonstances de la scène interdite. De nombreuses sources ont confirmé que des accords de confidentialité furent signés par tous les présents durant le tournage. Ces documents légaux interdisaient explicitement la discussion d'événements spécifiques qui s'étaient déroulés sur le plateau ce jour-là. Le silence n'était pas seulement contractuel. Selon un assistant de production qui s'est confié anonymement à Filmmaker Magazine en 2010, il était entendu que parler de ce qui s'était passé n'aiderait personne, ni les acteurs qui voulaient avancer dans leur carrière, ni Larry qui croyait sincèrement en ce qu'il faisait, ni les producteurs qui risquaient des conséquences légales. Certains des jeunes artistes ont complètement disparu de la vie publique. D'autres se sont battus pour se forger des identités distinctes du film. Dans un rare moment de quasi-confession, une actrice a déclaré au Los Angeles Times en 2005 « Il y a des choses qui se sont produites et que je digère encore 10 ans après. Je ne peux pas entrer dans les détails, mais je peux dire que des limites ont été franchies. » Clark, quant à lui, est resté typiquement impénitent. Dans une interview de 2020 avec Dazed, il a soutenu que tout ce que nous avons fait était nécessaire à la vérité du film, bien qu'il ait reconnu que certaines choses ne seraient pas faites de la même manière aujourd'hui. Le plus révélateur est ce qui s'est passé en coulisses à Hollywood après Kids. Les normes de l'industrie pour le travail avec de jeunes acteurs ont été discrètement mais considérablement renforcées. Les coordinateurs d'intimité, désormais la norme sur les productions à contenu sexuel, font remonter une partie de leur origine au récit d'avertissements chuchotés de productions comme Kids. Ce que nous avons vu dans Kids était le dernier souffle d'une approche plus ancienne et plus imprudente de la capture de la jeunesse au cinéma, une méthode qui privilégiait l'authenticité avant tout, y compris le bien-être de ces jeunes sujets. La scène interdite est à la fois un avertissement et un tournant, un moment où la quête de vérité du cinéma a heurté ses responsabilités éthiques d'une manière qui allait remodeler notre approche de la représentation. Cela ressemblait à une documentation brute de la réalité adolescente. Cela a coûté à de jeunes interprètes leur sentiment de sécurité et leur autonomie. C'est devenu à la fois une déclaration artistique influente et un récit édifiant sur la frontière entre l'observation et l'exploitation. Il y a quelque chose de magnifique et de terrible dans la vision de Clark, ce regard inébranlable qui refuse de se détourner des profondeurs les plus sombres de la jeunesse. Mais cette même qualité d'observation inébranlable, lorsqu'elle est appliquée à la direction d'adolescents réels à travers du matériel explicite, révèle la contradiction fondamentale au cœur de son projet. Pouvons-nous réellement documenter sans déformer la réalité? Pouvons-nous observer sans influencer? Pouvons-nous exposer sans exploiter? Si cette quête de vérité sur l'histoire du cinéma vous importe vraiment, si vous croyez qu'il faut à la fois célébrer le cinéma révolutionnaire et le confronter à ses responsabilités, alors pensez à vous abonner. Nous continuerons à lever le voile sur les contes sans Cirque, Cern et Morris Artisan.
Des moments contradictoires qui façonnent les films que nous pensons connaître, car comprendre le contexte complet de la création artistique ne diminue en rien sa puissance. Cela approfondit notre relation avec elle, avec toutes ses complications. Ce qui rendait cette scène si importante, ce n'était pas seulement son contenu, pourtant déjà très provocateur. Elle marquait le moment précis où la recherche d'authenticité du cinéma indépendant américain se heurtait aux questions d'éthique, de consentement et de protection des artistes vulnérables. À une époque avant les coordinateurs d'intimité, avant la reconnaissance généralisée des dynamiques de pouvoir sur le plateau, avant que l'industrie n'ait pleinement pris en compte ses responsabilités envers les jeunes interprètes, cette scène est devenue un point de discorde, que les participants auraient interdiction contractuelle de discuter, mais qui allait néanmoins changer la façon dont le contenu transgressif serait abordé pour les décennies à venir. Mais c'est là que les choses se compliquent. Les qualités mêmes qui ont fait de Kids un film emblématique, sa vision sans concession du comportement adolescent, son refus de moraliser ou d'édulcorer, étaient indissociables des méthodes qui l'ont créé. La puissance du film venait de sa crudité, et cette crudité a eu un prix que certains de ces jeunes acteurs sont encore en train d'évaluer aujourd'hui. Le programme de tournage quotidien était épuisant, surtout pour les acteurs inexpérimentés. L'argent venait à manquer et les lieux étaient souvent obtenus sans permis adéquat. Les scènes devaient souvent être filmées en quelques prises avant que la production ne doive partir, ou parfois littéralement fuir les autorités. La costumière Kim Drusava a évoqué un commentaire de film de 2005. Comment la production vivait dans un chaos organisé permanent. Il n'y avait presque pas de caravane, pas la vraie infrastructure qu'on attendrait, même pour un film à petit budget. Des enfants étaient assis sur le bord du trottoir, attendant de pouvoir tourner. Il régnait une sorte d'énergie anarchique qui s'accordait parfaitement avec le sujet du film. La météo, les contraintes financières, ainsi que le style de tournage en mode guérilla, tout cela a créé une atmosphère où les limites entre la performance et la réalité sont devenues de plus en plus poreuses. Lorsque les garde-fous traditionnels du cinéma sont supprimés, les décisions se prennent sur le vif et c'est alors que les choses peuvent s'aventurer en terrain dangereux. Et ce moment est devenu une légende du cinéma indépendant, quand une scène particulièrement difficile ne fonctionnait pas, la chef décoratrice Ginger Tugas a sauvé la situation en suggérant d'utiliser les graffitis naturels et la destruction d'un bâtiment abandonné qu'ils avaient trouvé, transformant un désastre potentiel en l'une des séquences les plus visuellement marquantes du film. Parfois, le chaos engendre l'innovation. Ce que l'on sait de cette scène vient surtout de ce qui fut montré à l'écran, des témoignages prudents des participants des années après et des documents légaux des poursuites. La pièce était sombre. La caméra se déplaçait avec une intimité troublante. De jeunes artistes ont été impliqués dans des actions qui ont brouillé la frontière entre simulation et réalité. La scène a eu lieu en fin de journée. L'équipe minimale avait encore fondu. Aucun parent n'était présent, alors que certains artistes étaient mineurs. Seule une équipe minimale est restée. Clark, le directeur de la photographie, Eric Edwards, un technicien du son et les jeunes artistes. Tous les autres ont été renvoyés, on leur a dit d'attendre en bas dans la rue. Selon ce que l'ingénieur du son Craig Handley, dans une interview de 2015 pour le magazine Filmmaker, il y a eu un moment où Larry a insisté pour quelque chose qui n'était pas prévu, qui n'était pas dans le scénario. Je ne peux pas en dire plus, mais il y avait un malaise visible chez au moins 2 des enfants. Maintenant, si vous vous demandez pourquoi personne n'est intervenu, il est important de comprendre le contexte du cinéma indépendant au milieu des années 90. Les frontières entre réalisateurs et interprètes étaient moins clairement définies. Les mécanismes pour signaler les préoccupations étaient pratiquement inexistants, et la culture célébrait les réalisateurs qui repoussaient les limites, qui obtenaient des performances brutes et authentiques par tous les moyens nécessaires. Ce qui a émergé de cette journée de tournage était plus que de simples images controversées. C'était une confrontation avec des questions auxquelles l'industrie répond encore. Qui protège les jeunes artistes? Où est la limite entre la direction et la contrainte? Quelles obligations les cinéastes ont-ils envers ceux qui donnent vie à leur vision? L'environnement physique lui-même a exigé un prix. La chaleur étouffante de l'été, l'appartement exigu de New York servant de décor, les lumières crues, les prises infinies. Un membre de l'équipe a raconté avoir vu une jeune actrice presque s'évanouir après une scène particulièrement intense, son corps ayant simplement cédé après des heures dans la chaleur étouffante. Des pinceaux de maquillage, des bouteilles d'eau à moitié vides, des pages de script jetées, des mégots de cigarettes et des canettes de bière vides, ainsi que le vrombissement incessant d'un ventilateur surmené qui ne parvenait guère à dissiper l'épaisseur de l'air. C'étaient les réalités tactiles de la production, les objets banals entourant un moment qui était...
Mais le tribut psychologique fut plus lourd. Justin Pierce, qui jouait Casper dans le film et qui se suiciderait tragiquement 5 ans après la sortie du film, a brièvement parlé de la production lors d'une interview en 1997 avec The Face. Il y a eu des jours où ça ne semblait pas être du jeu, où c'était tout autre chose, quelque chose de plus sombre. Ce qu'on ne vous apprend pas à l'école de cinéma, c'est que la quête d'authenticité d'un réalisateur peut devenir une forme de violence en soi, une exigence d'exposition émotionnelle qui laisse de vraies blessures bien après que les caméras aient cessé de tourner. La ligne entre capturer la réalité et créer un traumatisme est extrêmement mince, surtout quand on travaille avec de jeunes interprètes inexpérimentés. La scène controversée a été entièrement improvisée sur le moment. Selon des documents judiciaires déposés en 1998, bien que certains éléments aient été improvisés, la structure de base avait été définie à l'avance. Ce qui aurait franchi les limites éthiques, ce sont des instructions spécifiques données pendant le tournage qui n'avaient pas été convenues au préalable. Comme le directeur de la photographie Eric Edwards l'a dit plus tard à Film Comment. Il y avait un scénario, mais Larry a créé un environnement où la déviation n'était pas seulement possible, mais encouragée. Le film a été célébré universellement comme un chef-d'œuvre révolutionnaire. Les réactions de la critique furent extrêmement divisées. Alors que Janet Maslin du New York Times saluait son autorité journalistique d'une grande puissance, d'autres, comme Desenhow du Washington Post, le condamnèrent comme de la pornographie infantile quasiment pure. Le film détient actuellement une note de 46% sur Rotten Tomatoes, ce qui reflète parfaitement cette forte polarisation. Tous les interprètes étaient de vrais enfants des rues sans aucune expérience d'acteur. Bien que beaucoup n'étaient pas des professionnels, plusieurs, dont Chloé Sevigny, avaient une expérience de mannequinat et une certaine formation. D'autres, comme Justin Pierce, avaient des liens avec la scène de skateboard de New York, mais venaient de milieux de classe moyenne assez différents de leurs personnages. Le film Kids a fait l'effet d'une véritable bombe dans la culture américaine. Les commentateurs conservateurs l'ont décrié comme un signe évident de décadence morale. Les défenseurs de la santé publique ont salué sa représentation sans faire du risque de transmission du VIH. Des groupes de parents ont alors appelé à son boycott. Les étudiants en cinéma l'ont déclaré incontournable. Et c'est là que tout a changé. Le paysage du cinéma indépendant a connu un bouleversement sismique. Soudain, les grands studios créaient des divisions indépendantes cherchant à capitaliser sur le potentiel commercial de contenu qui repousse les limites. Miramax est devenu une force dominante. Harvey Weinstein, dont la société a distribué le film, a acquis un pouvoir sans précédent qu'il allait plus tard abuser, déclenchant des décennies après un nouveau règlement de compte. Pour la jeune équipe, les suites furent compliquées. Certains, comme Sevigny et Dawson, ont bâti des carrières réussies. D'autres ont eu du mal à se défaire de l'ombre du film. Harold Hunter, qui jouait un rôle secondaire, a lutté contre des problèmes de toxicomanie avant sa mort en 2006. Justin Pierce est décédé des suites d'un suicide en 2000. Clarke a ensuite réalisé d'autres films sur la culture jeune et la sexualité, notamment Bully, 2001, et Ken Park, 2002, ce dernier confronté à des problèmes de censure encore plus extrêmes. Corinne s'est imposée comme l'une des voix les plus singulières du cinéma américain avec des films comme Gummo, 1997, et plus tard, Spring Breakers, 2012. Mais peut-être que l'héritage le plus marquant du film était invisible, le renforcement silencieux et progressif des protections pour les jeunes interprètes dans les années qui ont suivi. Les pratiques de l'industrie ont lentement évolué. La scène interdite est devenue une histoire édifiante chuchotée entre producteurs et réalisateurs, une ligne qu'il ne fallait plus jamais franchir. Certains membres du casting n'ont jamais parlé publiquement de leurs expériences sur le plateau. D'autres ont soigneusement contourné les détails de la scène interdite, tout en reconnaissant les défis plus larges de la production. Sevigny, en particulier, a tenu une ligne délicate en interview, reconnaissant à la fois l'importance du film pour sa carrière et ses aspects problématiques. Il y a eu des choses qui se sont produites que je ne permettrai pas aujourd'hui, a-t-elle confié au Guardian en 2016. Mais j'étais jeune et j'ignorais que je pouvais dire non. Cette déclaration, formulée avec grand soin pour ne pas violer son accord de confidentialité, en dit néanmoins long sur la dynamique de pouvoir en jeu. Clarke est restée en grande partie impénitente. Dans une interview de 2015 accordée à Vice, à l'occasion du 20e anniversaire du film, il a défendu ses méthodes. Je montrais la vérité. Les jeunes avaient des relations sexuelles. Les jeunes prenaient de la drogue. Sur This Decree and je n'ai pas inventé cette réalité. Je l'ai documentée. Il manquait notamment à sa défense toute reconnaissance de la différence entre documenter un comportement existant et inciter des jeunes à le reproduire. Des poursuites judiciaires ont finalement eu lieu, bien que les détails demeurent confidentiels. Les registres du tribunal indiquent qu'un accord a été conclu en 1998 entre un artiste anonyme et la société de production. Les termes incluaient
accord de non-divulgation et ce qui était décrit seulement comme une compensation pour détresse émotionnelle. Mais, et cela témoigne de l'héritage compliqué du film, beaucoup des mêmes interprètes qui ont fait allusion à des expériences troublantes expriment aussi de la fierté pour le produit final. Comme l'a dit un membre anonyme de la distribution au New York Times en 2015, ce fut un processus douloureux à bien des égards, mais le film lui-même compte. Nate Sarpere. Il a montré des choses qu'il était nécessaire de voir. À la lumière vacillante du recul, le film Kids existe dans un espace liminaire, une œuvre d'une importance artistique indéniable, mais créée par des méthodes que nous reconnaissons aujourd'hui comme profondément problématiques. La scène interdite représente cette contradiction dans sa forme la plus pure, un cinéma puissant né d'un processus qui a laissé de véritables blessures. Ça semblait être une vérité crue sur la jeunesse américaine. Ça a privé de jeunes artistes de leur sécurité et de leur autonomie. Il est devenu à la fois une œuvre marquante du cinéma indépendant et un tournant dans notre manière d'appréhender l'éthique de la représentation. Il y a une alchimie particulière dans le grand art qui lui permet de transcender les circonstances de sa création, de dire des vérités que ses créateurs n'avaient peut-être pas pleinement voulues ou comprises. Le film Kids a capturé quelque chose d'authentique sur l'aliénation de la jeunesse, sur le nihilisme particulier des années 90, sur le fossé entre la réalité adolescente et la perception adulte. Le fait qu'il l'ait fait par des méthodes que nous remettons aujourd'hui en question n'annule pas ces révélations. Cela les complique, nous demandant d'accepter des vérités contradictoires simultanément. Si cette exploration nuancée de l'histoire du cinéma vous intéresse, si vous croyez que l'on peut apprécier les œuvres d'art et considérer honnêtement leur coût humain, alors abonnez-vous à notre chaîne. À l'ère des opinions tranchées et des certitudes morales, nous nous engageons à explorer les vérités complexes et parfois dérangeantes des films qui nous ont façonnés, en reconnaissant à la fois leur génie et leurs défauts, tout comme nous devons le faire avec les êtres humains qui les ont créés.